Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Donc dans cette vidéo aussi je vais vous parler des dernières lectures que j'ai effectuées et on va commencer maintenant. Donc là je sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo mais il pleut genre de ouf et ça tape dans mes Velux. Donc c'est parfait pour lire, j'adore ce temps. La première lecture que je vais vous présenter, il s'agit des Messagers du Vent, le premier tome de la saga des 4 éléments écrit par Clélie Avy et que j'ai ici aux éditions Le Livre de Poche. Première chose, la couverture est juste magnifique. Regardez-la, je suis tombée en amour. Je connaissais déjà le livre, je l'avais déjà dans ma wishlist, mais là quand j'ai vu la couverture j'étais genre ouh. Comparé aux grands formats qui sont chez MSK il me semble, là je trouve que les éditions Le Livre de Poche ont fait des couvertures magnifiques. Donc dans cette histoire-ci, on a l'histoire de Eriana. Eriana, on la trouve au début, elle est poursuivie par des gens parce qu'elle est d'une race très ancienne qui possède des pouvoirs. Et du coup, les gens de son espèce sont pourchassés dans la Nafrii pour être donnés aux soldats. Et donc elle doit fuir. Sauf que Eriana a une plus grande destinée qu'elle ne pensait et qu'elle est à l'origine d'une prophétie. Et voilà, je vais m'arrêter là, je vais pas en dire plus, j'ai pas besoin d'en dire plus. De toute façon, comme je vous le dis, la prophétie Eriana, on le sait dès le début, hein. Je ne vous fais pas de spoil. J'ai vraiment bien apprécié ma lecture et j'ai eu des petits points négatifs, je vous en parlerai après. Mais globalement, c'est un très bon tome de fantasy. L'univers développé est juste ouf. Et des peuples, une civilisation, des racines, des origines qui sont connues, tout est très bien développé. J'ai vraiment été intriguée par cette utilisation des 4 éléments. J'ai vraiment hâte de poursuivre cette plongée dans ce monde-ci. Donc dans le premier tome, comme le dit le nom, on s'intéresse à l'élément de l'air et en plus on va en apprendre plus sur l'élément de la terre. J'ai vraiment hâte au prochain tome où là on va apprendre l'élément eau, qui est mon élément préféré. En plus, mon prénom y est lié, on va dire, Marine. Donc oui, c'est mon élément, donc j'ai tellement hâte qu'on en apprenne plus. Au début, quand je me suis embarquée dans ce tome, je pensais que c'était un tome de, en fait, un roman fantasy jeunesse, tout simplement. Et en fait pas tant que ça, hein, parce qu'il y a des trucs bien gore, hein, je vous le fais pas dire. Moi j'ai l'habitude parce que j'en lis plein mal de ce genre de livres, mais honnêtement il y a une scène en particulier avec une cérémonie occulte, mais dégoûtante. Dégoûtante. J'étais en train de lire, j'étais genre oh, faites que ça termine vite, je veux vite que ça se termine. Et en fait on a plusieurs passages comme ça au cours de l'histoire. Donc en fait c'est pas du tout un roman de fantasy pour moi jeunesse, c'est un roman de fantasy adulte. Le seul aspect jeunesse que je vois dans celui-ci, c'est la relation entre les deux héros, Eriana et donc son collègue Cetriane. Eux sont un peu relous parce que en fait la relation qu'ils ont, c'est un peu je t'aime moi non plus. Donc voilà, c'est un peu deux adolescents qui essayent de se tourner autour, ils sont tous les deux amoureux, enfin bref, je vous jure, c'est une véritable calamité. J'ai pas du tout aimé cet aspect de l'histoire, sachant que les deux personnages, j'ai oublié de le dire, sont âgés de à peu près 25 ans. Donc voilà. Donc oui, ce n'est pas un roman jeunesse, hein. L'héroïne Eriana a 25 ans, donc moi je m'y identifie vraiment. Mais là, avec Cetriane, on dirait qu'ils ont un comportement de collégien, il n'y a pas d'autre mot. Donc ça m'a extrêmement énervée. C'est ce qui m'a vraiment énervée dans le livre. Autant vous le dire, l'histoire d'amour est toute nulle. Cela mis à part, je trouve que les personnages secondaires sont vraiment bien et vraiment fouillés. J'ai hâte même d'en apprendre un peu plus sur certains. J'ai hâte de redécouvrir certains que l'on avait laissés de côté parce qu'il y a une quête, comme dans tout bon roman de fantasy, et du coup deux équipes qui se séparent. Et j'ai hâte de découvrir un peu plus l'équipe que l'on a moins vue mais qu'on va voir dans le prochain tome. En bref, vous l'avez compris, c'est un bon premier roman de fantasy. Il pose bien l'histoire, les personnages sont intéressants, attachants, on a du gore, on n'a pas de bataille par contre, mais on a vraiment des méchants, des antagonistes hyper importants. Donc voilà, on retrouve tout ce qu'on veut dans un roman de fantasy, une quête, des héros assez forts, des pouvoirs, enfin
voilà, ça fait le job. Ça fait le job. Et le seul petit point négatif que j'ai, et que j'espère ne se reproduira pas au prochain tome, c'est cette foutue histoire d'amour toute pourrie d'adolescents prépubères. Voilà. Ensuite, j'entame la première lecture de mon Pumpkin Autumn Challenge que vous avez vu avant. Donc c'était un des livres pour le menu, que je me souviens plus du nom, mais qui portait sur les créatures en fait. Et donc il s'agit de Felicity Hadcock, le tome 3, Les anges sont de mauvais poil, écrit par Sophie Jomain. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas Felicity Hadcock, donc je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il s'agit d'une jeune femme qui a pas mal d'ennuis et qui se retrouve pris à la suite d'une soirée où elle n'avait pas envie d'aller avec sa copine, donc prise entre un ange et un entre-deux, un vampire quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de Felicity à la base. Ce que j'aime beaucoup dans Felicity et qu'on va retrouver là, c'est les petites piques de Felicity, ces petites remarques acerbes et tout. Après, ce tome-ci, pour moi, est clairement un tome de transition entre le tome 2 et la suite qui va arriver. Parce que dans le tome 2, à la fin, on nous laissait sur un truc de ouf, mais vraiment ouf. Et au final, dans ce tome-ci, on avance, mais on en apprend pas plus. Voilà, c'est ça. En fait, on a l'histoire de Felicity qui essaye de se sortir de la situation dont elle est, qui essaye de s'y adapter, mais c'est tout quoi. C'est une pause avec le prochain tome qui je pense sera explosif, parce que la fin de celui-ci est juste énorme également. Après j'ai retrouvé les personnages que j'aime, c'est-à-dire que Stan y est pour beaucoup. Terence, qui je n'aime pas du tout, n'était pas là, quasiment dans tout ce tome, donc ça m'a fait plaisir. Stan m'a offert des moments d'hilarité complète, notamment la visite chez le gynéco. Donc si vous le lisez, vous allez voir, c'est juste trop drôle. Après, voilà, je dirais que c'est un tome en demi-teinte. On a moins d'action que dans les précédents. C'est-à-dire qu'on a une histoire avec des méchants, mais finalement Felicity y est liée assez loin. Bon, c'est toujours assez gore hein, quand même, Felicity Hadcock, donc on a une scène finale assez gore. Et après, j'ai eu un peu peur. Alors là, franchement, j'ai croisé les doigts qu'il y ait eu un autre personnage masculin dans cet imbroglio romantique et Felicity Hadcock. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Felicity se retrouve en limite dans un triangle amoureux entre Terence, Nan et elle-même. Et là, on avait un quatrième personnage qui se ramenait, donc un lycan cette fois-ci. Et là, j'étais genre, non, je ne veux pas de triangle amoureux. Déjà, je n'aime pas ça. Alors là, un losange amoureux, ouais, ça va pas le faire. Pas du tout. Donc, encore heureux, il n'y a rien. Donc, j'ai eu plus peur que de mal. Et voilà. Après, j'ai vraiment aimé ce tome-ci, c'était, comme je dis, un tome de transition, donc même s'il était plus calme que les autres, je l'ai beaucoup apprécié. C'était tendant, on y retrouve Stan, et moi j'adore Stan, donc de toute façon, quand il y a du Stan, je suis contente. Donc ceux qui ont aimé vont aimer celui-là, même s'il y a un peu moins d'action que dans les précédents. Et enfin, ma dernière lecture, il s'agit de l'intégrale 2 de Noblesse Oblige, qui est écrit par Sally Mackenzie et qui est aux éditions Milady, dans leur ancienne collection Pemberley, que j'aimais beaucoup d'ailleurs, soit dit en passant. Et donc dans ce tome-ci, on retrouve le conte mis à nu et le gentleman mis à nu. Première chose, je ne sais pas si vous allez voir, mais le livre est juste dégoûtant. Petit conseil, évitez de lire tout en marchant pendant qu'il pleut, ou du moins qu'il a plu, parce que quand vous faites tomber votre livre, et voilà, il est dans cet état-là. Donc oui, j'ai un peu la mauvaise habitude de lire tout en marchant, et là, bah, ça m'a pas aidé. Si jamais certains d'entre vous ont eu le même problème que moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera plaisir, je me sentirai peut-être moins seule, parce que des fois les gens me regardent bizarrement quand je lis dans la rue tout en marchant. Vraiment bizarre. Pourtant j'habite un petit village. Cela mis à part, dans la première histoire qui est le conte mis à nu, on retrouve Robbie, qui est le dernier ami du trio que l'on a découvert dans les premiers et deuxièmes tomes. Donc Robbie, lui, c'était un peu le petit foufou de la bande qui voulait pas se marier. Et il se trouve que Elizabeth, Lizzie, qui est la petite sœur de James du premier tome, est folle amoureuse de lui depuis qu'elle est toute petite. À la suite d'une intrigue fomentée pour faire que Robbie épouse une fille,
Donc il en trouve une nue dans son lit, il s'échappe en courant parce qu'il n'a pas du tout envie de se marier lui. Et ben il se retrouve dans la chambre de Lizzie qui elle aussi est toute nue, donc ils sont tout nus tous les deux. Là il se rend compte qu'en fait Lizzie a peut-être plus l'enfant qu'il connaît et qui va peut-être être attiré par elle. Donc cette première histoire, je vais y aller par histoire, j'ai moins bien aimé. Honnêtement j'avais adoré le tome 2 avec Emma et Charles. Donc avec les petites filles notamment et le chien qui m'avait fait mourir de rire. Dans cette histoire-ci avec donc Lizzie et Robbie, ce n'est clairement pas drôle du tout. Autant Robbie était un trublion dans les tomes précédents et j'avais hâte de découvrir son histoire, autant dans ce tome-ci il paraît assez campé sur ses positions. Il est en fait pas du tout drôle, mais vraiment pas du tout. Lizzie, quant à elle, est une jeune fille qui se décourage assez facilement, je trouve, qui est pas très combative. Donc j'ai été un peu déçue par ce tome-ci. Finalement, j'ai beaucoup plus aimé l'histoire des personnages secondaires comme Meg ou Tante Béatrice. Tante Béatrice m'a fait mourir de rire, il faut le dire. Mais honnêtement, voilà, c'était pas très drôle. Ensuite, on a une histoire parallèle, celle de Felicity, Charlotte et Lord Andrew et leurs compagnons, qui elle est beaucoup plus dark je trouve, donc même un peu malaisante à certains moments, notamment l'histoire de Felicity. Autant l'histoire de Charlotte, je suis contente pour elle parce qu'on l'avait découverte dans les tomes précédents et elle, bon, en fait on se rend compte que c'était une petite peste, mais qu'il y avait une raison, c'est parce qu'elle était triste et là son histoire finit en une fin heureuse. Et par contre, voilà, comme je dis, c'était malaisant avec Felicity, vraiment très très malaisant. Ensuite, le deuxième tome, le Gentleman mis à nu, là on retourne aux sources et j'ai vraiment été beaucoup plus emballée. Donc cette fois-ci on a l'histoire de Meg et Parks. Parks, on l'avait découverte dans l'histoire de Lizzie et Robbie dans ce tome-ci, et c'est un des meilleurs amis de Robbie, qui ne fait pas partie de la bande du trio dont on parle au début. Et Meg est la petite sœur de Emma qu'on avait découverte dans le tome 2, donc celle qui est emballée par les plantes. Elle adore ça, c'est son kiff. Et donc dans ce tome-ci, on a Meg qui fait sa deuxième saison. Donc tout le monde autour d'elle s'est marié, sa sœur, sa meilleure amie Lizzie. Et ben en fait, elle, c'est à son tour, elle le sent. Sauf qu'elle veut un homme qui a un avantage horticole, on va dire. Elle passe son temps à être dans les fourrés avec ces messieurs pour savoir, ben évidemment, lequel est le plus mariable, on va dire. Et un jour, l'un de ces messieurs est plus entreprenant et bon, en fait veut vraiment aller plus loin et la forcer. Et à ce moment-là, Parks réapparaît et vient lui sauver la mise. Sauf que c'est lui que l'on pense s'en est pris à elle et que du coup tout le monde veut les marier. Donc ça c'est le début du pitch et j'ai vraiment aimé le personnage de Meg. Meg est une jeune femme indépendante, elle ne veut pas se marier tant qu'elle ne l'a pas choisi. Et c'est pour ça qu'elle va dans les fourrés avec tous les messieurs, c'est qu'elle les teste pour savoir s'ils embrassent bien déjà avant d'aller plus loin. Parce que si pour elle quelqu'un n'embrasse pas bien, c'est qu'il ne va pas faire un bon mari. Elle a pas tort sur le coup. Et donc elle cherche petits feelings partout, même si c'est pas dans les conventions de l'époque, même si tout le monde lui dit mais tu te comportes comme la pire des prostituées. Mais elle y tient, elle sait qu'elle veut se marier avec quelqu'un avec qui elle aura au moins les baisers en commun. Elle est franchement en avance sur son temps. Parks, quant à lui, est un homme qui est très austère, qui en fait est le contraire de Meg, mais qui en présence de Meg perd quasiment la tête. En fait il pète un câble à chaque fois, donc ça m'a fait beaucoup rire. Leur histoire est beaucoup plus drôle et puis on a toujours l'histoire en fait finalement des plus vieilles personnes. Donc Tante Béatrice, on poursuit son histoire. L'histoire des parents de Parks m'a fait mourir de rire aussi. Enfin voilà, là on retrouve tout le monde en fait dans cette histoire-ci. On retrouve Emma, on retrouve Charles, on retrouve les petites filles qui ont grandi du coup du tome 2 que j'avais adoré et qui nous offrent du coup un moment assez drôle avec Meg et Emma. On retrouve James, Lizzie, Sarah et Robbie aussi également, donc tout le monde est présent dans ce tome-ci. On a la suite de toutes les histoires. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié ce tome-ci qui était plus drôle, plus joyeux. J'ai vraiment aimé beaucoup plus Parks que Robbie en fait. Et Meg est juste parfaite. En résumé, j'ai quand même préféré la première intégrale à celle-ci, mais ça reste toujours assez détendant comme histoire. Je vais continuer à lire les histoires suivantes, surtout que là on va se concentrer sur des personnes que l'on a déjà vues et dont leurs histoires se passent avant celles qui sont là.
parce qu'on va découvrir l'histoire de Grace, qui est l'ancienne fiancée de Parks, et l'histoire de Jen, qui est sa sœur. Donc au moment où c'est dans ce tome-ci, toutes les deux sont mariées et ont des enfants, mais on va découvrir leur histoire. Et je pense que je vais vraiment avoir hâte de découvrir l'histoire de Jane, notamment parce qu'elle a l'air assez haute en couleur, un peu à la Meg, donc ça va être pas mal. Donc voilà pour mes dernières lectures. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas en commentaire à me faire part de votre ressenti. Si jamais vous avez des suggestions de lecture, comme d'habitude en commentaire. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait 2 lectures pour le Pumpkin Autumn Challenge sur les 6. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai voté en touche, j'ai au moins fini le menu Found in Love vu que ça fait 2 en 1, mon histoire de noblesse oblige. Et je continue puisque en ce moment, si vous voulez tout savoir, je lis La Voix des Oracles et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est quand même assez prometteur cette histoire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous.